Je m'appelle John Nash. Je m'efforce d'extraire un algorithme qui définisse leurs mouvements. Les cours nous ramollissent l'esprit. Ils détruisent notre potentiel de vraie créativité. S égale C, D. Je suis navré, mais pour le moment, je n'ai pas de raison d'appuyer votre candidature. Chers amis, le grand John Nash. Oh, laissez-la tranquille. À qui est-ce que tu parles? C'est pas de sa faute. Rien de tout ça n'est vrai. C'est dans ta tête. Tu es malade, John. Je m'appelle John Nash. On me retient contre mon gré. Aujourd'hui, je mets la photographie de côté pour vous raconter la vie de John Nash, un mathématicien devenu schizophrène qui a d'ailleurs inspiré le film Un homme d'exception. Le 13 juin 1928, naît John Nash à Bluefield, en Virginie occidentale. C'est le premier enfant de la famille. Son père est un ingénieur électricien et sa mère est une enseignante. La famille Nash est une famille de classe moyenne. Elle est conservatrice et également croyante. 2 ans et demi après la naissance de John, sa mère va donner naissance à une petite fille du nom de Martha. La personnalité étrange de John étant petit n'est pas du tout reliée par exemple à un manque d'affection ou un manque d'amour au sein de sa famille, pas du tout, au contraire. Malgré que son père doit voyager très fréquemment suite à son métier d'ingénieur électricien, quand son père est à la maison, il profite à 100% de ses enfants et notamment de John, où il passe énormément de moments avec lui. D'ailleurs, son père adore la curiosité de son fils, puisque très tôt, il va commencer à lire des livres et il va commencer à faire quelques expériences dans sa chambre qu'il aura transformé d'ailleurs en laboratoire. Mais là, je vais un petit peu trop vite. Comment ça, John a un comportement étrange étant petit ? John, c'est un enfant qui est très timide et également très solitaire et il a du mal à entrer en contact avec les autres enfants. Et ça d'ailleurs, ça va le suivre toute sa vie, ça va lui développer une réputation de quelqu'un qui est très peu sympathique. Et il ne fait pas d'efforts pour améliorer sa sociabilité car pour lui, toutes les activités le tenant loin de ses centres d'intérêt ne sont qu'une perte de temps. Pendant ses premières années scolaires, il faut savoir que John a des bilans catastrophiques, il ramène des notes vraiment très basses. En plus de ces mauvaises notes, il n'accroche pas du tout aux autres disciplines et il est plus distrait par ses pensées que par les cours. On remarque que John tient son crayon assez bizarrement, ce qui fait que son écriture est totalement illisible et donc sa mère est obligée de lui donner des cours de calligraphie. Comme vous l'avez compris, John n'est pas du tout un enfant prodige, il est loin de l'être, ses notes sont catastrophiques et il va mettre longtemps avant de révéler ses incroyables qualités en mathématiques. C'est à l'âge de 14 ans que John montre son intérêt pour les maths. Mais bon, quoi qu'il en soit, là actuellement, John il est totalement perdu, il ne sait pas du tout ce qu'il va faire de sa vie, mais il penche plus pour suivre la carrière de son père en ingénieur électricien. C'est d'ailleurs avec son père que John réalise sa première étude qui permet de calculer les tensions adéquates des fils électriques. Par la suite, en 1945, tous les deux vont publier un article sur ce sujet. Encouragé par ce succès, il participe au concours de George Westinghouse pour les écoles d'ingénieurs et il décroche une des 10 bourses d'études offertes, ce qui lui permet en 1945 de rentrer à l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh. De 1945 à 1948, à la résidence de l'université Carnegie, John se sent dans son élément parmi le groupe de mathématiciens. Mais il faut savoir que, en dehors de ce cercle, il reste très peu sociable, il est très peu apprécié et il fait même l'objet de mépris et de moqueries. Motivé par ses premiers succès en mathématiques, il continue en participant au concours de William Lowell Putnam, mais malheureusement cette fois, il ne termine pas dans les 5 premiers. Suite à cet échec, il ressent une énorme frustration, mais ce ressentiment va stimuler en lui la force de continuer afin de devenir un meilleur mathématicien et de ne pas perdre confiance en lui-même. Son premier choix d'études supérieures est l'ingénierie chimique, mais cette vocation va vite mourir en lui puisque il ne s'intéresse plus vraiment à cette vocation et il n'arrive pas trop à suivre les cours au sein des laboratoires. Parallèlement, il tente le département mathématique qui attire les meilleurs étudiants. Dès le début, Nash impressionne ses collègues de l'Institut de technologie
Carnegie par sa facilité à trouver des solutions imaginatives aux problèmes qui lui sont présentés. En 1946, le directeur Cinch lui conseille, avec le soutien de tous les autres professeurs, de se concentrer sur les cours de maths où ils estiment que dans cette discipline, il pourra développer la totalité de son talent. John accepte et se consacre presque exclusivement aux mathématiques. Et c'est d'ailleurs contre la volonté des administrateurs de sa bourse, puisque eux auraient préféré le voir dans n'importe quel autre type d'ingénierie. Avec le groupe de théorie de jeu de Carnegie, il a commencé à se plonger dans le problème de la négociation, qui est posé par John Van Neumann dans son livre Théorie des jeux et du comportement économique. John n'est pas encore diplômé qu'il accumule déjà les offres des principales universités du pays et il va choisir d'intégrer l'université de Princeton en 1948. À peine arrivé à l'université de Princeton, John est directement pris en charge par Solomon Lefsetz qui lui fait clairement comprendre ce qu'il attend de lui. Il attend de lui qu'il commence sa carrière de chercheur et qu'il soit capable d'écrire et de défendre sa thèse doctorale quelques années plus tard. L'un des groupes les plus actifs de Princeton consacre la majeure partie de ses travaux à l'algèbre. Nash participe alors aux investigations algébriques d'Artin et bénéficie de ses connaissances. Mais il se rapproche finalement d'un autre groupe qui sera plus important pour sa carrière, celui gravitant autour d'Albert Tucker qui se consacre à la théorie des jeux. Nash décide donc d'orienter sa thèse de doctorat vers la théorie des jeux et d'ailleurs en travaillant sur sa théorie de l'équilibre, il va concevoir un jeu, le jeu de Hex, qui parvient à se faire une place dans les salles de repos et son jeu le met en contact avec John Milner. À partir de la fin des années 50 et après avoir publié sa thèse de 27 pages à même pas 20 ans, mais également après avoir publié des articles sur le problème de négociation, il décide de ne plus travailler sur la théorie des jeux. En attendant de trouver un poste stable, il décide de donner des cours d'analyse mathématique à des étudiants non diplômés à Princeton. Contrarié par le fait qu'il n'arrive pas à se faire engager durablement à Princeton, Nash accepte l'offre du MIT de Cambridge. En 1951, il devient professeur et il est rapidement surnommé par ses étudiants l'enfant professeur. Il se considère comme un génie des mathématiques et il ne trouve personne qui puisse se hisser à sa hauteur, à part Norbert Wiener et Norman Levinson. À la phonothèque du MIT, alors que John est en train d'écouter ses meilleures musiques, il voit une femme entrer dans le phonothèque. Cette jeune femme est Alicia Lardé Lopez Harrison et elle avait été son élève. Une amourette se noue rapidement et malgré les hauts et les bas dans leur relation, ils décident de se marier en février 1957. Le couple décide de s'installer à New York, là où Alicia aurait de meilleures perspectives professionnelles. En 1958, c'est là que tout va basculer. John Nash découvre qu'il souffre de schizophrénie. Ses premiers symptômes se manifestent au début des années 1959 à l'âge de 31 ans alors que sa femme est enceinte de leur seul et unique enfant. Sa femme rapporte des signes de paranoïa comme quoi certaines personnes l'auraient mise en danger et que tous les hommes portant une cravate rouge feraient partie d'un complot communiste contre lui. Il se voit comme un messager ayant un rôle important qu'il décrypte dans les signes de son environnement. Pour lui, le monde est une lutte parmi ses partisans et des opposants, plus ou moins cachés, qui le persécutent. Nash envoie donc des lettres de cette teneur au gouvernement et même aux ambassades. Sa femme Alicia Nash le fait admettre à l'hôpital McLean en avril-mai 1959. C'est à ce moment-là qu'on lui diagnostique une schizophrénie paranoïde. En plus des éléments paranoïques, John a des hallucinations essentiellement auditives. Puis ensuite, on lui décrit un manque de motivation et une dépression légère. À sa sortie de l'hôpital, John a directement démissionné du MIT. En 1961, John est à nouveau admis sous contrainte à l'hôpital de Trenton dans le New Jersey. Puis les 9 années qui vont suivre vont être des allers-retours à l'hôpital. Dans les traitements, il reçoit des chocs insuliniques et des médicaments antipsychotiques. John et Alicia divorcent en 1963 puisque la situation était devenue vraiment compliquée. Mais en 1970, après sa dernière sortie de l'hôpital, il décide, avec l'accord de sa femme bien évidemment, de retourner vivre chez elle. Puis en 2001, il se remarie avec sa femme Alicia. Il semble que Nash n'ait pas pris ou alors très peu d'antipsychotiques en dehors des périodes d'hospitalisation. Il devait les prendre mais il ne les a pas pris lui-même puisqu'il n'arrivait plus à faire ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire que par exemple il n'arrivait plus à se concentrer pour faire des mathématiques. Avec le temps, John Nash essaye de passer au-dessus de ses hallucinations auditives mais également de ses phases paranoïaques
paranoïque. Au début, John Nash avait du mal à accepter le fait qu'il soit paranoïaque et qu'il ait des hallucinations auditives. Il pensait vraiment que c'était réel, mais avec la force de sa femme et également le temps, il découvre que c'est vraiment dans sa tête. Et donc il essaye de ne plus écouter ses hallucinations auditives, puisque finalement il a compris que écouter ces voix-là et faire les choses que ces voix lui disaient était un gaspillage de force. Son intérêt pour les maths revient donc petit à petit, ainsi que sa capacité à raisonner logiquement. Pendant les 30 ans de sa maladie mentale, John Nash va enseigner épisodiquement à l'université de Princeton. En 1994, John reçoit le prix de la Banque de Suède en sciences économiques sur la théorie des jeux, qui a d'ailleurs été renommé l'équilibre de Nash. Le 19 mai 2015, à Oslo, avec son ami Nirenberg, il reçoit le prix Abel. Le 23 mai, de retour aux États-Unis, après l'atterrissage de leur avion, ils décident tous les trois de discuter un peu pendant environ 1 heure. Puis vers 16h30, ils décident de partir. Ils disent alors au revoir à leur ami Louis Nirenberg. Puis John Nash et sa femme rejoignent le taxi pour retourner chez eux dans le New Jersey. Sur l'autoroute, le conducteur perd le contrôle du véhicule alors qu'il roulait sur la voie de gauche et il percute la barrière de sécurité en béton. N'ayant pas bouclé leur ceinture de sécurité, John Nash et sa femme Alicia sont alors éjectés du taxi et décèdent sur le moment. C'est ainsi que se termine la vie de John Nash et de sa femme. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que je vous aurai appris quelques petites choses durant celle-ci. C'est une vidéo qui change de d'habitude, je sais pas si j'en ferai d'autres, à voir selon vos retours. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et n'hésitez pas à faire un tour sur mon Instagram. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.